Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, la tribune du mardi, consacrée aujourd'hui encore à la situation en Guinée. Bien entendu, le professeur Alpha Condé, président de la République, entend modifier la Constitution pour, bien entendu, la moderniser selon ses propres termes. Et sur ce plateau, ce soir, nous recevons pour en parler les deux camps. Le Front National pour la défense de la Constitution, représenté par monsieur Ba Aboubakar, qui est commerçant résident à Libreville, la capitale du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aziz. Et à ma gauche, l'ANC, un représentant de l'ANC, l'Alliance pour la Nouvelle Constitution, monsieur Kourouma Mohamed Alassane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aziz. Mais merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons, avant d'ouvrir ce débat, revoir la situation politique en Guinée qui nous est proposée dans ce sujet de Robert Adandé. Ancien opposant historique, le président Alpha Condé, âgé de 81 ans, est le premier président démocratiquement élu de la Guinée et son deuxième mandat s'achève en octobre 2020. Le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, a appelé les Guinéens sur les réseaux sociaux à continuer à manifester jusqu'à l'abandon total du projet de troisième mandat et l'arrêt de la mascarade électorale visant à octroyer au parti présidentiel la majorité nécessaire à l'adoption d'une nouvelle constitution. Depuis cet appel, la tension n'a pas cessé de monter dans le pays. Plusieurs villes du pays sont le théâtre de violents affrontements entre manifestants qui prennent d'assaut les artères du pays pour protester et forces de l'ordre. Une dizaine de morts auraient été dénombrés sans compter les nombreux blessés et les arrestations recensées. Ce collectif dénonce un projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir qui permettrait à Alpha Condé de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat. La Constitution limite le nombre de mandats à 2. À travers un communiqué, le FNDC assure que son appel à la mobilisation a été très largement suivi et a provoqué une paralysie totale des activités sur tout le territoire. Il dénonce la répression sanglante de la contestation, les dérives autoritaires du pouvoir et réclame la libération de ses dirigeants arrêtés depuis quelques jours. Pour rappel, lors de la visite à New York le 22 septembre du numéro 1 guinéen, ce dernier a appelé ses compatriotes à se préparer à un référendum et à des élections. Pour rappel, début septembre, son premier ministre Ibrahima Kassori Fofana avait été mandaté pour organiser de larges consultations portant en particulier sur la Constitution. Alors, monsieur Ba Aboubakar, le président Alpha Condé prévoit de moderniser la Constitution pour le citer, une Constitution qui date de mai 2010, si je ne m'abuse. Pourquoi le Front de défense de la Constitution se mobilise-t-il alors même que le professeur Alpha Condé n'a pas annoncé qu'il modifierait la Constitution pour se porter candidat à un troisième mandat? Ok, merci Aziz. Merci de nous avoir invités pour parler de cette situation politico-sociale en Guinée-Conakry. L'opportunité que vous nous donnez, c'est sincèrement à saluer. Et le Front National pour la défense de la Constitution, je suis le coordinateur ici au Gabon. Et le Front, comme le nom indique, c'est défendre la Constitution guinéenne de 2010, qui, dans son article 154, il n'est pas permis que le président de la République brigue un troisième mandat. Mais lui-même, comme vous dites, il ne s'est pas clairement prononcé pour un changement de constitution, mais on voit ses partisans et tous ceux qui sont en train de promouvoir le changement de la constitution et la promotion qu'ils sont en train de faire, les activités politiques et tout ça là. Donc ça nous laisse croire effectivement qu'il a l'intention de changer la constitution afin qu'il puisse s'éterniser au pouvoir. Le professeur Alpha Condé ne s'est pas prononcé pour l'instant, mais qu'est-ce qu'il y a à changer? Vous êtes monsieur Alassane, Mohamed Alassane Kourouma, voilà, vous êtes un protecteur ou un promoteur, pardon, de la nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'il y a à changer dans l'ancienne Constitution de 2010? Voilà. D'abord, pour commencer, merci monsieur Aziz. Et merci aussi à la Belle TV de nous donner cette opportunité de s'exprimer sur l'actualité guinéenne. D'abord, pour commencer,
Je vais d'abord me présenter mes condoléances à tous les âmes qui sont tombées pendant ces derniers temps lors des manifestations en Guinée. Parce que le peuple guinéen est un peuple éduqué. Mais ce qu'il faut considérer ici, et savoir que les gens qui sont en face, FNDC qui sont en face, ils n'ont rien à dire, ils ne sont pas basés sur des thèmes juridiques pour pouvoir dénoncer ce qu'ils sont en train de dénoncer. Parce que le professeur Alpha Condé n'a jamais dit à quelqu'un qu'il modifie la Constitution pour autre chose. Il modifie la Constitution parce que la Constitution évolue en fonction de l'évolution d'une société. Et cette Constitution mais la Constitution ne doit pas non plus être toilettée tout le temps. Cette Constitution qui est contestée aujourd'hui avait été promulguée avant la prise de fonction du président. Voilà, donc laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question, vous voulez savoir pourquoi on veut toiletter cette Constitution. D'abord, cette Constitution, dans sa forme et dans son fond, est illégale. Vous comprenez un peu? Une constitution légale est une constitution qui est proposée soit aux élus du peuple ou à la population elle-même. Par contre, cette constitution n'a pas été proposée aux élus du peuple et ni à la population. Pourquoi? Cette constitution a été cause d'une préparation à la hâte à Ouaga, ce qu'on appelle les accords de Ouagadougou. Quand la junte arrive au pouvoir, la junte trouve que ces mêmes acteurs qui sont en train de crier aujourd'hui, comme qui sont en train de se diriger comme défenseurs de cette constitution, parmi ces acteurs, sont ces acteurs-là qui ont mis cette constitution à plat en mettant des articles fallacieux comme quoi vous pouvez faire une chose, le mandat à vie en 2010. Je ne suis pas là pour citer le nom de quelqu'un. Là, vous parlez des accords de Ouaga en 2000. Non, avant les accords de Ouaga. Avant les accords de Ouaga. Voilà, avant 2010, en 2009 et en 2001, ils ont changé la constitution guinéenne. Et ceux qui ont changé cette constitution guinéenne, c'est ce que j'ai dit, ces mêmes acteurs sont ces mêmes acteurs qui sont en train de crier aujourd'hui haut et fort, qui veulent défendre la constitution. Donc, vous souhaitez aller au référendum. Voilà, mais avant cela d'abord, ceux qui ont changé cette constitution, parce que voilà qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette constitution. C'est-à-dire le président en feu qui était au pouvoir en ce moment peut rester au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est-à-dire c'était un mandat à vie. Donc quand la junte arrive au pouvoir, on ne pouvait pas aller aux élections avec ces mêmes constitutions anormales. Vous comprenez un peu? Voilà la cause de l'accord de Ouagadougou. Et l'accord de Ouagadougou dit, comme je vous ai dit, ça n'a pas été, le peuple n'a pas été consulté. Les élus du peuple n'ont pas été consultés. Ils ont mis cette constitution en place à la hâte, en disant que celui qui viendra au pouvoir, que ce soit X ou Y, après 6 mois, vous devrez changer la constitution. Mais ce que mes compatriotes n'arrivent pas à comprendre, c'est purement juridique. Quand on dit qu'après 6 mois, cela ne veut pas dire que... Alors on va revenir sur... Voilà, donc voilà un peu. Le professeur Alpha Condé, ou bien le camp présidentiel, propose d'aller à un référendum. Pourquoi le Front pour la protection de la Constitution de mai 2010 ne souhaite-t-il pas aller au référendum? Écoutez, monsieur, le Front National est dans une logique de respect juridique, de textes juridiques. Il n'y a aucun article, il n'y a aucune, en tout cas aucune proposition de la Constitution qui prévoit de nous amener au référendum. Est-ce que le référendum n'est pas une démarche légale? Une démarche légale, bon, il y a des conditions qui peuvent être créées en sorte qu'on puisse aller à un référendum. Mais là, ce n'est pas le cas. Actuellement, le professeur Alpha Condé avec son clan, il cherche à tout prix à changer la Constitution. Moi, je parle de changement. Et il parle de modification. Il ne s'agit en aucun cas d'une modification. Parce que s'il s'agit de modification, ils vont appeler l'Assemblée nationale à se prononcer par rapport à des amendements. Ils peuvent amender des articles afin qu'ils puissent améliorer la Constitution comme ils veulent dire. Mais tel n'est pas le cas. Leur position, tout le monde le sait, c'est juste pour changer la Constitution, la remplacer par une nouvelle Constitution qui leur permette de briguer un 3e mandat. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas légal. Donc le Front, c'est un mouvement qui est composé de la société civile, des partis politiques, des artistes, des magistrats
et des intellectuels et tous ceux qui souhaitent et tous ceux qui par contre ne souhaitent pas le changement de la constitution pour octroyer un troisième mandat à Alpha Condé. Alors, parce que c'est purement illégal. Les accords de Ouaga dont il évoque, les accords de Ouaga étaient prévus que celui qui sera élu après les élections de 2010 devra organiser une élection, comment on appelle ça, un référendum 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Ça n'a jamais été respecté. Le monsieur depuis qu'il est arrivé là, il a brillé par la violation systématique de la Constitution. Alors, il a été observé, on va, pour si vous voulez réagir, justement, la violation de la Constitution, c'est un argument de l'opposition et du front de la protection de la Constitution. Est-ce que vous avez justement pris le temps, en ce qui concerne, je veux parler du parti au pouvoir, pris le temps d'évaluer ce que ça pourrait avoir comme conséquence, parce qu'on voit qu'en Guinée, ces dernières semaines, il y a malheureusement des affrontements sporadiques entre forces de l'ordre et manifestants. Bon, et voilà, sur ce point, comme vous venez de le citer, ces gens qui se font appeler aujourd'hui FNDC, ils sont en train de prêcher dans le désert. Pourquoi? D'abord, la Guinée a participé à 2 référendums. D'abord, le 28 septembre, en 1958, on a participé à d'abord un premier grand référendum. Et il y a un premier grand référendum qui a donné le oui à la Guinée. C'est-à-dire la Guinée a acquis son indépendance totale. Le deuxième référendum, c'était au temps du feu Lansana Conté. Vous comprenez un peu? Malgré que ce monsieur était militaire, il a quand même soumis le peuple guinéen à un référendum. Vous comprenez un peu? Le référendum est la seule voie par laquelle un peuple peut s'exprimer et par rapport à son suffrage, on peut départager. Mais est-ce qu'il n'est pas possible, permettez, est-ce qu'il n'est pas possible pour le front que vous représentez, voilà, pour le FNDC, d'aller au référendum et de faire respecter? Ils ont peur, ils ont peur. Monsieur, on ne peut pas aller au référendum pour plusieurs raisons. Ils ont peur parce que le FNDC... De quoi aurait-il peur? Le FNDC se résume à une commune et une seule ville. Non, vous comprenez un peu? Et donc ils ont peur. On va rester élégant. Ils ont peur d'aller. On va rester élégant. Il n'y a pas de problème. On va rester élégant dans les termes. Qu'est-ce qui fait que, au niveau de votre front, vous ne soyez pas plutôt amené à organiser justement ce référendum, à mobiliser vos troupes pour aller au référendum? Écoutez, c'est pas possible d'accompagner quelqu'un dans la forfaiture. Aller au référendum, c'est encourager la violation systématique de nos textes. La Constitution, c'est la mère de la République. Vous comprenez? Le monsieur a refusé d'organiser les élections quand il fallait, en 2000, comment on appelle ça, 6 mois après son accession au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter cette constitution de chiffon. Alors qu'il a juré sur 2 fois sur cette constitution. Et c'est sur cette constitution, ils sont en train de prélever certains articles pour nous dire que non, c'est légal, allons au référendum. C'est pas normal, c'est pas légal. Nous n'allons pas au référendum pour plusieurs raisons. Je vais évoquer 2. Premièrement, c'est pas légal. C'est anticonstitutionnel. Deuxièmement, on n'a aucune garantie qu'une élection organisée avec Alpha Condé sera transparente. Preuve en est qu'actuellement nous sommes dans un processus électoral qui n'est pas achevé. Les élections communales, on les a fait, ça fait plus d'1 an. Le processus n'est pas terminé, c'est bloqué. Les conseils de quartier ne sont pas installés. Mais récemment, à propos de ces élections, c'est de commun accord que les partisans de l'opposition et du pouvoir qui sont au sein de la commission électorale ont décidé du renvoi, par exemple, des élections législatives à 2020. Justement, vous pensez, monsieur, que là, on parle des élections législatives alors qu'on a une élection communale qui est inachevée. Vous ne voyez pas un paradoxe? Ils nous parlent d'une élection, comment on appelle ça, d'un référendum, alors que nous avons une élection communale inachevée. Les conseils de quartier ne sont pas installés, ils ont bloqué, sachant qu'ils ont perdu la moitié, les plus grandes villes du pays. Ils ont bloqué le processus pour ne pas, effectivement, parce qu'on sait que le pouvoir de base, c'est... Mais les résultats officiels ont donné d'autres résultats. La version officielle a donné d'autres résultats. Même les résultats officiels qu'ils ont donnés, ils ne veulent pas les respecter. Parce que imaginez un peu que M. Alpha Condé, la commune de Conakry qui compte, la ville de Conakry qui compte 5 communes,
il n'a eu qu'une seule commune, et même ça, il n'a même pas eu, parce que c'est à l'arraché, la commune de Matoto, la plus grande commune de la capitale. Ils ont arraché, ils ont compté devant les médias, on a vu que l'opposition a gagné, et la commune de Matoto, ils ont repris, le ministère, le ministre de l'Intérieur a annulé les élections, ils sont allés faire ça à la hâte, pour dire que non, c'est le parti au pouvoir qui a finalement gagné la commune, ce qui n'est pas normal. Alors, donc là, ils ont gagné, ils n'ont gagné aucune ville. Là, nous avons ouvert une parenthèse, mais à propos de... Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, mais à propos du référendum, on va rester dans le cas du référendum. Okay. Justement, il a été évoqué tout à l'heure la situation des élections, parce que on note que c'est de commun accord que les différentes parties ont décidé de reporter les élections, parce que le fichier électoral, selon les mêmes sources, est à toiletté. Mais comment aller au référendum? Ça, c'est la question que je vous pose, alors que le fichier électoral n'a pas été toiletté. Voilà, moi je vais vous signifier quelque chose. Le professeur, c'est un visionnaire. Actuellement, partout en Guinée, dans le monde, partout où il y a des Guinéens, il y a eu un programme qui a été lancé pour recenser tous les Guinéens du monde entier, et les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Il y a d'autres délégations que nous attendons, peut-être dans les jours à venir, peut-être dans une semaine, ils seront à Libreville. Avec quel objectif? Avec quel objectif? Recenser les Guinéens, mettre la liste électorale à jour. Vous comprenez un peu? Comme je vous ai dit, la liste électorale évolue en fonction du temps et en fonction de l'évolution des gens. C'est comme la Constitution aussi. Mais je suis quand même beaucoup étonné qu'on me fait comprendre que le référendum, ce n'est pas une voie constitutionnelle. Je suis vraiment éclairé parce que la Guinée va, si la Guinée accepte, et je sais que la Guinée va accepter, parce que les rapports de force l'ont prouvé, par rapport aux choses, comment on appelle ça, aux mêmes sorties des gens qui se font appeler, je ne sais pas, de l'autre côté, et la mouvance est sortie. Sa dernière sortie à Conakry, on a fait 2000 têtes. Il y a 2000 têtes qui étaient dans là, j'ai dit 2 millions de têtes qui étaient dans le... Oui, non, mais là, c'est une guerre des chiffres. Ça reste à prouver. Voilà, je vais vous expliquer. Non, mais expliquer. Je parle de référendum. Vous m'avez posé la question sur le référendum. Le référendum, c'est la manifestation de l'expression du peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour cela, les rapports de force l'ont prouvé. Quand le FNDC est sorti pour la première fois, ils ont crié sur tous les toits comme quoi ils ont fait sortir 30 000 personnes. Et quand la mouvance est sortie, on a fait sortir 2 millions de personnes. Je disais que ça, c'est les rapports de force l'ont prouvé. Ça, c'est une guerre de chiffres. Non, ça a été compliqué. C'est pas selon la mouvance. C'est selon le camp qu'on représente. Non. On avance des chiffres. Mais on va rester, on va avancer. Et le référendum en plus, ça dit, c'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Il y a d'autres qui sont opposés au référendum, mais il y a une bonne partie aussi qui veut aller au référendum. Mais pourquoi n'est pas le référendum? La Guinée, nous sommes de la même famille, nous sommes même père, même mère. Et ce n'est pas la peine d'envoyer, vous-même vous avez suivi tout à l'heure à la télé, des enfants qui sont en train de jeter les pierres, des mineurs, c'est condamné par l'amnistie internationale, c'est condamné par la loi internationale. Il y a des articles qui condamnent l'exploitation ou bien la violation faite sur les mineurs. Alors, vous comprenez un peu? À ce niveau, la responsabilité est certainement partagée. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que celle, sachant que les manifestations vont être réprimées, une autre voie pour essayer d'infléchir la position du pouvoir? Du fait que le pouvoir réprime les manifestants, ça ne va pas nous ôter le droit de manifester, parce que c'est un droit légal. Nous devons manifester pour réclamer nos droits. Vous comprenez, ce régime est là pour opprimer, pour empêcher les gens de revendiquer leurs droits. Et c'est ce qui est écœurant. C'est M. Alpha Condé qui s'est battu pendant 40 ans dans l'opposition, où il a eu des soutiens dans le monde entier pour dire que ce monsieur a souffert. Et Dieu merci, s'il a le pouvoir, on espère que ça sera un épanouissement de la démocratie, du développement dans le pays. Malheureusement, depuis qu'il est arrivé, on a déjà assisté à un recul
de la démocratie, du droit de l'homme et une violation systématique du droit des citoyens. Vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de l'Amnesty International qui dénonce une violation flagrante du droit de l'homme en Guinée. C'est une réalité. Donc le monsieur nous parle de, on appelle ça comment, d'une manifestation que la mouvance a fait sortir. Mais c'est ridicule. Vous ne pouvez pas vivre 40 ans dans l'opposition, vous venez dans le pouvoir, vous voulez encore toujours vous comparer aux opposants. Les opposants font une manifestation, vous videz les caisses de l'État, vous videz même l'administration. Ils ont fermé l'administration, même les hôpitaux ce jour. Ne faisons pas d'accusations gratuites. Non, ce n'est pas des accusations gratuites, c'est fondé. Un instant, c'est fondé. Nous allons y aller à tour de rôle. C'est-à-dire, ils ont vidé les écoles, l'administration, ils ont appelé tout le monde. Non seulement ils sont passés par la coalition, ils ont décaissé énormément d'argent pour appeler les gens à aller un monsieur qui est au pouvoir. Comment il peut se comparer à l'opposition? Attention aux affirmations gratuites. C'est pas gratuit, c'est avéré. Non, mais il faut attendre de pouvoir le ok, d'accord. Mais on va revenir. Vous allez avoir l'occasion de réagir. Mais juste souligner quelque chose. Le professeur Alpha Condé est un opposant historique qui a même été admiré à travers le continent pour ses compétences. Est-ce que vous pensez que le professeur Alpha Condé a l'obligation d'essayer de prolonger son bail à la tête du pays? Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il a pu pour que quelqu'un d'autre puisse, au moment venu, poursuivre? Voilà, votre question a été très bien posée. Mais ce qu'il faut comprendre, le professeur n'a jamais dit à quelqu'un qui va augmenter son bail. Il est soupçonné. Mais c'est normal imaginer, c'est normal, mais ce n'est pas juridique. Rien ne le prouve, le contexte ne le prouve. Pour l'instant, vous êtes d'accord avec moi. Donc, c'est des gens qui n'imaginent pas, ceux qui connaissent la capacité de l'homme. Ils savent que l'homme, c'est l'une des personnes, l'une des pièces maîtresses en Afrique qui veut mieux orienter l'Afrique. Vous comprenez un peu? Si je parle de l'homme, je parle de Alpha Condé, bien sûr. Alpha Condé, quand il arrive en Guinée, il ne trouve pas un État, mais il trouve un pays. Mais aujourd'hui, la Guinée est un État en bonne et due forme. Il a fait beaucoup de réformes. Comme nous allons revenir sur la partie politique, on va développer. Mais pour le moment, parlons de référendum. Si moi j'étais à la place du FNDC, est-ce que vous comprenez un peu? Ceux qui crient aujourd'hui à l'insurrection, qui sont allés ramasser des gens un peu partout. Moi, j'ai des preuves. Je ne parle pas sans preuve. C'est passé à la télé. Ils sont allés ramasser des gamins dans les autres pays, au Sénégal, au Burkina, ainsi de suite. Ah non, je le dis en haute intelligence. Ah non, mais ça, c'est grave. Non, c'est pas grave. Ce que vous dites, c'est vérifié. Je dis, c'est vérifié. Non, c'est vérifié. Moi, je le dis sur le plateau. Je suis prêt à répondre devant quiconque. Ce que vous dites n'engage que vous. Non, mais on va rester. On va rester sur le rapport. Oui, je parle du rapport d'Amnesty International. Je parle du rapport d'Amnesty International a produit un rapport qui est défavorable au gouvernement, un rapport qui critique justement la situation des droits de l'homme dans le pays, et nous allons aller voir ce qu'il en est de ce sujet sur le rapport contesté d'Amnesty International. Le rapport publié par l'organisation de défense des droits humains Amnesty International a été rejeté par Conakry. Le document publié par Amnesty dénonçant des atteintes aux droits de l'homme en Guinée indique qu'au moins 70 personnes ont été tuées ces 5 dernières années lors des manifestations de l'opposition. Le président de la coalition RPG Arc-en-Ciel au pouvoir, Amadou Damara Camara, a estimé qu'Amnesty n'a pris en compte que la version de l'opposition pour établir son rapport. Il a invité l'opposition guinéenne à se rendre aux urnes pour trancher le débat sur la modification de la Constitution, ajoutant que le rapport d'Amnesty International est biaisé. Depuis que le président Alpha Condé a annoncé vouloir consulter les Guinéens pour une modification constitutionnelle, l'opposition est vent debout et soupçonne le chef de l'État actuel de vouloir modifier la loi fondamentale pour se maintenir à la tête du pays. Le rapport d'Amnesty International est contesté par le pouvoir qui considère qu'Amnesty n'a tenu compte que du rapport de la voix de l'opposition. C'est de bonne guerre. Vous savez que le rapport est sans équivoque. Le droit de l'homme est violé en Guinée depuis que M. Alpha Condé est là.
ce n'est le secret de personne. C'est-à-dire... Ça, c'est la position de FNDC, non, pas de l'opposition seulement. C'est-à-dire tout citoyen honnête sait que la démocratie, le droit de l'homme a reculé très sérieusement depuis que M. Alpha Condé est là. Vous voyez, le rapport dit, et le monsieur Damaro nous dit que Amnesty International a pris... Avant l'arrivée d'Alpha Condé, il y a eu l'épisode... Non, avant d'arriver à Alpha Condé, on sait que c'était du genre la junte militaire. Nous, on ne va pas tenir compte du pouvoir d'une junte militaire. Nous allons nous atteler à ce qu'on appelle un président, entre guillemets, démocratiquement élu. Ce qu'il a fait comme geste, comme acte pour le pays. Nous nous attelons à ça. Donc, ce qu'ils disent, quand M. Damaro nous dit aujourd'hui que l'Amnesty International a pris l'avis de l'opposition, ça veut dire que c'est que l'avis de l'opposition qui est crédible alors. C'est ce que ça veut dire, parce que l'Amnesty International, ce n'est pas une institution qui est en train de faire du travail bâclé. Ils font des enquêtes très sérieuses avec des témoignages de tous les bords pour pouvoir recueillir des informations crédibles afin de mettre un rapport. Donc moi je dis que M. Damaro, c'est quelqu'un qui est habitué à faire de la diversion. Donc ils font de la diversion, ils sont dans le déni permanent de la réalité de la République. Non mais au-delà de tout cela, les rapports d'Amnesty International, justement vous le disiez, se basent sur un certain nombre d'enquêtes, mais le pouvoir a considéré que Amnesty International ne s'est pas rapproché de lui pour avoir sa version. Oui, bien sûr. Moi je ne peux pas dire le contraire de ce que M. Damaro vient de dire. C'est un député, c'est un élu du peuple. Le peuple sait. M. Damaro qui est le représentant, enfin le chef de la coalition RPG Arc-en-Ciel. Voilà, c'est un élu du peuple. Le peuple sait pourquoi il est là. Ça c'est un de deux. M. Damaro sait ce qu'il a dit, c'est bien vrai. L'Amnesty International n'a pris en compte que la version de l'opposition. Ils ne se sont pas approchés du pouvoir. Ça c'est un. De deux. Si on me dit que depuis que M. Alpha Condé est président en Guinée, les droits de l'homme ont reculé, mais ça c'est faux. Au contraire, Alpha Condé a beaucoup protégé la population guinéenne, il a beaucoup fait des avancées au niveau des droits de l'homme. Vous comprenez un peu? D'autant plus que... Et quelles sont ces avancées? Voilà, je veux décider un exemple terre à terre. Ils ont eu à faire un coup d'État contre Alpha Condé, mais il n'a tué personne. Ces gens ont été arrêtés par la justice, ils ont été jugés, il y a d'autres qui ont été libérés. Mais avant Alpha Condé, quand il faisait un coup d'État, tout le monde connaissait le sort de celui qui fait un coup d'État. Donc c'est pour dire que... Vous parlez du coup d'État intervenu en 2008-2009. Voilà, contre sa maison. Vous comprenez un peu? Donc, et ça a été vérifié, ça a été prouvé. Mais ces gens, il y a beaucoup qui sont dehors aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, ça dit, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Et l'exemple est concret. Vous comprenez un peu? Donc quand on me parle de droits de l'homme, c'est pas seulement la victimisation, parce que il y a une partie de la Guinée qui sont champions en victimisation. Est-ce que vous comprenez? Ah non, mais là ils se font passer toujours pas de vue. Mais ne stigmatisez pas, on va pas. Non, je ne stigmatise pas. Je dis la vérité. Quand je dis une partie, je parle des personnes, je ne parle pas d'une portion de terre guinéenne. Je parle des personnes. Vous comprenez un peu? Vous parlez des opposants, de l'opposition. Ces opposants-là, c'est des hommes d'affaires. Ce ne sont même pas des hommes politiques. Ce sont des hommes d'affaires qui voient que leur affaire... Aujourd'hui, on rappelle... Ils voient que leur affaire est menacée. On rappelle à nos téléspectateurs, sans vous interrompre, que le thème de ce numéro de la Tribune du mardi est la Guinée face à son destin, et que ce débat sur la Guinée, justement, a pour objectif de donner à chaque parti la possibilité de s'exprimer en toute élégance, dans le respect mutuel, surtout pour permettre également de comprendre. La Guinée actuellement a besoin de sérénité. On voit que la Guinée aujourd'hui s'est établie à un potentiel économique énorme, mais pour en profiter, il va falloir que l'opposition peut-être mette de l'eau dans son bissap, comme on dit à Dakar, pour arriver tout en pesant pour infléchir la position du pouvoir. Justement, M. Aziz, comme vous dites, pour que l'opposition mette de l'eau dans son bissap, comme vous le dites, c'est le pouvoir qui doit créer des conditions. Il va falloir que le pouvoir rende l'opposition son droit. Droit de manifester, droit de réclamer ce qui est à lui.
Je vous parle toujours de violation de la Constitution depuis que M. Alpha Condé est là. Et à chaque fois la Constitution est violée, on est passé à une crise politique. Et on passe à des négociations, à des accords. Et à chaque fois, des accords sont signés, parfois devant l'Union européenne, les représentants des Nations Unies, et tous les parties prenantes de la crise signent un accord, et même cet accord, le pouvoir ne le respecte jamais. Donc, non seulement il viole la Constitution, mais quand il y a crise qui naît de cette violation de la Constitution, il refuse d'appliquer encore des accords qui sont sortis de négociations. Mais c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Un monsieur qui s'est dit démocratiquement élu et qui s'est battu pendant toutes ces années pour être au pouvoir. Donc moi je dirais que la Guinée a besoin de stabilité. La région ouest-africaine a besoin de stabilité pour son épanouissement économique. Et pour ça, il va falloir que les dirigeants puissent faire le distinguo entre quand ils sont au pouvoir et quand ils sont dans l'opposition. Mais ça, depuis qu'il est là, il se comporte comme un opposant. Donc à chaque fois, il n'a jamais pris la parole sans faire allusion à son opposant. C'est comme si l'opposant l'empêche de dormir. Aujourd'hui, ils sont en train de nous parler de la Constitution, de cette Constitution qui n'a pas pu... Le président Alpha Condé a peut-être parfois tendu la main à l'opposition pour discuter. Justement, je vous reviens, justement par rapport à cette main tendue. Par rapport à cette main tendue. Il a plusieurs fois tendu. Par rapport à cette main tendue, l'opposition l'a toujours saisi. Vous allez lui permettre de réagir? Le président Alpha Condé a souvent tendu la main à l'opposition. Non seulement, c'est grâce à M. Alpha Condé aujourd'hui que les marches sont autorisées en Guinée. Si on me fait comprendre que Alpha a brisé comment on appelle ça, le droit de manifestation en Guinée, mais je ne comprends rien. C'est grâce à Alpha aujourd'hui que l'opposition crie haut et fort sur tous les toits, ainsi de suite, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est grâce à Alpha. Avant l'arrivée d'Alpha, aucune manifestation n'était permise en Guinée. Mais grâce à Alpha aujourd'hui, la marche est permise. Ça, c'est un de deux. Alpha a éduqué la population guinéenne. La preuve en est, en 88, Alpha, la population a demandé à Alpha Condé, si vous voulez, on peut sortir dans les rues, on va attaquer le pouvoir. Alpha a dit non, je ne suis pas venu gouverner les cadavres. Calmez-vous, je suis un intellectuel, j'aime me battre en tant que politicien. Et pour arriver à mes fins, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, si ces opposants-là font sortir des enfants dans les rues pour pouvoir se faire tuer, et ce qui est encore pire, c'est quand 2 ou 3 personnes meurent, ils disent que... Oui, mais il y a le problème. Écoutez-moi, ils disent que... 2 ou 3 personnes, c'est déjà trop. Ils disent que... Écoutez-moi. Voilà, écoutez-moi. Quand 2 ou 3 personnes meurent, ils disent que la marche a réussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et un leader encore plus grave. Ça, c'est une interprétation? Non, c'est pas une interprétation. Il y a des preuves. Vous comprenez? C'est votre interprétation? Non, c'est passé à la télévision. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, mais nous allons vous interrompre pour revenir à l'essentiel. Un opposant qui dit à ses militants, est-ce que vous êtes prêts à mourir? Ça ne sont pas des gens qui... Oui, non, mais là, on est dans l'extrémisme. Mais ce n'est pas... Mais c'est pas normal. Ce ne sont pas des opposants. Ce n'est pas souhaitable. C'est des hommes d'affaires, c'est des gens qui sont... Le rapport publié par l'organisation indique qu'au moins 70 personnes... Vous permettre de réagir. Nous rappelons que l'objectif de cette émission est de débattre, de discuter en toute quiétude, dans un esprit de convivialité. Alors, la Guinée... on l'a souligné tantôt, a un potentiel économique énorme. Il y a des possibilités. On a eu l'occasion de voir également que certains travaux ont été exécutés. Est-ce que vous avez quand même le sentiment, même s'il y a ces manquements que vous avez relevés, en ce qui concerne, par exemple, le respect des droits de l'homme, que sur le plan notamment de la construction des infrastructures, eh bien, le pouvoir actuel a avancé? Moi, je dirais que ça n'a rien avancé. Il va me dire que je suis dans la logique d'être dans la négation. Et ce n'est pas le cas. M. Alpha Condé a démarré des chantiers gigantesques, à savoir les barrages hydroélectriques de Caleta et de Swapiti. Mais malheureusement, Caleta, dont ils ont terminé, ils ont lancé... C'est dans quelle région? Ça, c'est dans la Basse-Côte, dans la région de la Guinée, de la Basse-Guinée. Ils ont déjà inauguré le barrage hydroélectrique de Caleta, mais ça n'a jamais
arranger le problème de l'électricité en Guinée. Jusqu'à présent, nous vivons l'ancienne époque tour-tour, c'est-à-dire du genre un quartier à le courant aujourd'hui ou le matin, et demain c'est pas ça, sauf la saison de pluie. Quand il y a la saison de pluie, le courant est plus ou moins stable parce qu'il y a de l'eau dans le fleuve qui alimente le barrage. Maintenant, en dehors de ça, M. Alpha Condé nous avait promis tellement de choses, des universités, c'est-à-dire quand on vous fait un tableau de promesses que le monsieur nous a fait depuis qu'il est là, vous ne pouvez pas imaginer que c'est lui qui a dit ça. Les routes n'y est pas. Imaginez un peu, même les promoteurs de troisième mandat, pendant la saison de pluie, quand les routes se sont bloquées de toutes parts, vous imaginez que des cadres guinéens prennent un avion à Conakry, ils descendent à Bamako, ils prennent la route pour venir à Sigiri et faire un meeting. Vous pensez que c'est admissible ça? Et à Sigiri c'est plus proche de Bamako. Mais ils prennent l'avion à Conakry. Mais est-ce qu'il ne faut pas également tenir compte de la situation dans laquelle le professeur Alpha Condé a pris le pouvoir, c'est-à-dire l'héritage économique? L'héritage économique, certes, c'était lamentable. On sait que la gente a fait ce qu'il a pu faire avant de partir. Nous avons qu'il a pris le pays dans une situation très difficile en matière économique. Mais il aurait pu faire grand-chose. S'il était sincère, s'il était vraiment bon, mais dans tout ce sauf qu'on on ne peut pas juger de la sincérité ou non du professeur Alpha Condé, mais en ce qui concerne les infrastructures, vous, au niveau de la coalition au pouvoir, vous vendez un programme. On voit que dans certaines chaînes qui sont proches du pouvoir, eh bien, il y a des travaux routiers qui sont montrés, l'exécution de travaux dans certaines régions. Est-ce que c'est perceptible, est-ce que c'est visible en Guinée aujourd'hui? Voilà, et pour rebondir sur votre question, moi je viens de la Guinée il y a de cela 3 mois. Et depuis 2003, j'ai quitté la Guinée. Mais dernièrement, j'ai fait un tour, j'ai fait 5 mois. Donc j'ai eu la chance de palper, de pratiquer les réalités guinéennes. La Guinée a totalement changé. Il y a eu des avancées considérables. À quel niveau? Au niveau des infrastructures. Quand le professeur arrive au pouvoir en Guinée, il n'y avait pas d'hôtel là où les investisseurs pouvaient venir passer la nuit pour pouvoir discuter de ce qu'il fallait investir en Guinée. Quand les investisseurs arrivaient, ils passaient la nuit dans un autre pays voisin tel que Bamako, le Mali, et choses, ou bien le Sénégal. Mais aujourd'hui, nous avons les meilleurs hôtels en Afrique. Ça ne vient pas à Conakry. Vous comprenez, même à l'intérieur aussi de la Guinée. Il a initié ce qu'on appelle la fête tournante, dont le visage des 4 régions naturelles guinéennes ont changé. Vous comprenez? Donc des fêtes, le style, bien le modèle de fête tournante qu'on a retrouvé dans d'autres pays. Voilà. Notamment au Gabon, voilà, et ailleurs, pour permettre... Voilà, s'inspirer du bienfait n'est pas mauvais. Ça ne nuit pas, ça arrange par contre. Vous comprenez un peu? Alpha, comme je vous ai dit, c'est un visionnaire. Il s'est toujours inspiré des autres pays. Oui, vous avez travaillé. Très bien, vous avez parlé du financement de la construction d'hôtels, oui. Les infrastructures routières, administratives. Les infrastructures routières, à l'instant, M. Baraboubakar a souligné qu'il en manque. Oui, non, ça ne manque pas. Il y en a, mais partout en Afrique. Tu ne peux pas dire que toutes les routes en Afrique. C'est vrai que partout en Afrique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de route. Oui, mais la majeure partie aujourd'hui en Guinée sont bitumées. Hier, tu pouvais faire 4 jours de Conakry-Cancan, mais aujourd'hui, c'est quelques heures. Tu es déjà à Cancan. Donc, c'est des emplois. Conakry-Cancan, voilà. Ça se fait en combien de kilomètres? Bon, disons, on peut dire ça peut faire au moins peut-être 800-500 km. Hein. Donc 800 à 500 km aujourd'hui de route carrossable, est-ce que vous le confirmez? Vous comprenez un peu. Donc, non mais attendez, est-ce que en ce moment sur ces 800 km, on peut se déplacer dans de bonnes conditions ou pas? Dans les très bonnes conditions, monsieur Aziz. Ça c'est un. De deux, il y a eu tellement de réformes en Guinée. Aujourd'hui, quand la Guinée arrivait, quand le professeur Alpha Condé venait au pouvoir,
comme je vous ai dit, l'économie était à terre. On était à 2% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 9%. Non, il ne va pas monopoliser la parole. Vous allez réagir. Moi, je veux qu'on bavarde, on fait le débat avec des chiffres, avec des choses concrètes. Oui, mais vous parlez... Ne parlons pas d'imagination. Nous n'imaginons pas. Je ne pense pas que M. Ba Aboubakar imagine ce qu'il dit. N'imaginons pas. Si, il imagine. Vous allez avoir l'occasion... Non, permettez qu'il réponde. Vous allez avoir l'occasion de lui porter la réplique maintenant. Sur le plan économique, il avance qu'avec le professeur Alpha Condé, la Guinée a fait des progrès. C'était à 2%, maintenant nous sommes à 9%. Vous permettez qu'il réagisse. Vous permettez qu'il réagisse, s'il vous plaît. Vous le laissez parler. Écoutez, en Guinée, nous avons des gens qui ont la spécialité de nous donner des chiffres en matière économique. Nous avons des grands spécialistes. Mais nous, en tant que citoyens lambda, nous voulons que quand vous nous donnez des chiffres, que ça rebondisse, que ça se ressentisse dans notre assiette, dans notre vie quotidienne. On nous a parlé ici du PPTE, on nous a parlé du 10e Fed, on nous a parlé des milliards récoltés en Chine par rapport au contrat de mines. Mais, bon sang de Dieu, on n'a rien senti. Allez-y à Conakry, quand c'est la saison sèche, c'est la poussière. Ne fût-ce qu'à Conakry, la capitale, la poussière partout. Si c'est la saison de pluie, c'est la boue partout avec les poubelles. La capitale la plus sale, la plus obscure de l'Afrique de l'Ouest. Et écoutez, monsieur, je pense que les chiffres disent que nous avons une croissance. Ça, c'est l'observation que vous faites. C'est une réalité. Moi, je viens de là-bas, ça fait pas longtemps. Je viens de la Guinée, ça fait pas longtemps. Et quand, d'ailleurs, à défaut de ça, nous vivons les choses en réalité. Lui également a dit qu'il est rentré de la Guinée il y a 3 jours. Justement, il peut le dire. Il peut dire même, il peut dire qu'il est revenu de la Guinée, ça fait 3 jours. Donc, on va y aller à tour de rôle. Je vais vous dire ceci. Les chiffres qu'ils sont en train de nous montrer, de nous brandir à la télé tous les jours, croissance à 2 chiffres, croissance à 1 chiffre, 10e Fed, PPTE, nous on n'a rien senti. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent la jeunesse guinéenne, elle est dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Il y a le chômage à un très haut niveau. Et la Guinée, écoutez monsieur Aziz, il y a quelque chose qui est très alarmant. Mais est-ce que ce n'est pas consécutif également à la situation? Non, la situation qui... Justement, vous savez, aujourd'hui en Europe, par exemple en France, la Guinée est le 2e pays demandeur d'asile après l'Afghanistan, alors que l'Afghanistan c'est un pays de guerre. La Guinée n'a jamais connu la guerre. Et récemment, il y a un jeune Guinéen qu'on a retrouvé sous les rails, sous le truc d'un avion de Air Maroc, parce qu'il fuyait la misère. Allez-y dans la Méditerranée, les jeunes qui meurent plus dans la Méditerranée, c'est des jeunes Guinéens, parce qu'ils fuient la misère. Si tous les chiffres que les gens... Écoutez, permettez-moi à propos de ces jeunes qui meurent, on a beaucoup qui viennent de la Corne de l'Afrique. Non, mais moi je parle des immigrés guinéens, je parle de ceux qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous verrez ceux qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, vous verrez que la majorité c'est des Guinéens. Donc, je vais juste ajouter un point. Si la croissance guinéenne était réelle, comme on prétend de nous dire, M. Kourouma et moi, on allait le sentir ici à Libreville. Pourquoi? Imaginez un peu ici à Libreville, un Guinéen, pas seulement ici à Libreville, tous les Guinéens de la diaspora n'ont pas le passeport. Si nous avons une opportunité de voyager aujourd'hui, votre passeport est expiré, mais vous n'avez pas le passeport, vous êtes obligé d'aller jusqu'à Guinée. Alors que le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Bénin et tous les pays d'Afrique de l'Ouest établissent leur passeport ici à moins de bout en 2 jours. Et il va nous dire qu'il y a la croissance. S'il y a la croissance, nous, non seulement nous le ressentons pas, vous allez permettre qu'ils réagissent. Oui, je vais terminer, juste sur un point. Ce sont ces mêmes gens. Permettez qu'ils réagissent et vous allez prendre la parole. Normalement, s'il y a une croissance, comme ils le disent, il va falloir que non seulement nos ressortissants qui sont au pays là-bas le ressentent dans leur quotidien, mais aussi nous qui sommes à l'extérieur, on ressent qu'effectivement il y a une évolution dans le domaine économique. Pourquoi? Parce que nous aujourd'hui nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent pour nos parents. Nous savons combien de fois nos parents nous appellent perpétuellement pour dire qu'il n'y a rien, envoyez-nous quelque chose. On va permettre. Donc pour ça il n'y a pas de débat. On va permettre nous demande de chiffres, il va falloir que ça se rebondisse. Alors M. Ba Aboubakar a relevé quelque chose. La croissance dont on parle, la croissance dont vous avez parlé, n'est pas perceptible. Ce n'est pas n'est pas ressentie. C'est pas ça. N'est pas ressentie. La redistribution. On dit que la croissance n'est pas ressentie par les Guinéens. Donc vous comprenez qu'il y a. Vous admettez. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Vous admettez qu'il reste beaucoup à faire. Non, il ne reste pas beaucoup à faire.
Il reste à faire, mais pas beaucoup. Vous comprenez? Donc le professeur Alpha Condé a tellement bien travaillé qu'il a lancé des jalons, des bases vraiment indélébiles et des bases vraiment solides, comme je vous dis. Aujourd'hui, c'est en Guinée, je n'ai vu ça nulle part. On te prête 1 million et que tu peux rembourser les 1 million. Chaque fin du mois, tu payes 13 000 francs. Vous comprenez un peu? Il appelle ça au niveau des banques. Non, pas au niveau des banques seulement, mais au niveau des collectivités. Il a mis une agence en place, une agence qu'on appelle l'ANAFIC. Vous comprenez un peu? Agence nationale de financement des collectivités. Vous comprenez un peu? Et elle finance quel type de projet? N'importe quel projet qui est prêt à faire évoluer la Guinée. Vous organisez en collectivité, vous venez, l'agence est prête à vous financer. Et c'est dans toutes les préfectures, dans tous les sous-préfectures. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand on me dit que non, le Guinéen ne sent pas, le Guinéen lambda ne sent pas. Alpha Condé ne peut pas se déplacer pour venir chez tout un chacun, taper à ta porte et donner de l'argent. Non. Il a dit, écoutez-moi, il y a une organisation. C'est ce que j'ai dit. Il a une organisation qui... Voilà, il dit à la population, organisez-vous en collectivité, moi je vous finance. Au niveau des femmes, il y a ce qu'on appelle la MIFA. Est-ce que vous comprenez un peu? La mutuelle de financement africaine. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, comme je vous dis, tous les projets des femmes sont financés par la MIFA. Et quand on te finance, comme je vous dis, on peut vous donner 1 million. Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour souligner que les chiffres de la croissance qui sont avancés un peu partout sur le continent ne se ressentent pas par les citoyens lambda? Bon, en tout cas, en Guinée, ça se ressort, comme je vous ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit en Guinée, on peut vous prêter 1 million, on vous dit rembourser 13 000 francs chaque fin du mois. 13 000 francs, écoutez bien, sur 1 million. Vous allez vous en sortir, oui ou non? Et ce qui fait mal encore. Vous en sortez en fonction de l'activité que vous menez. Bien sûr, mais si vous demandez... Pour survivre, vous arrivez à survivre. Non, pas survivre, vous arrivez à vivre, pas survivre. Je vous dis bien, moi je suis en Guinée. J'ai vu plusieurs femmes, plusieurs collectivités qui sont aujourd'hui à l'aise. Quand le professeur arrive, le professeur fait comprendre que je ne suis pas là pour aider les commerçants, mais je suis là pour aider des producteurs. Je veux des producteurs, pas les commerçants. Les commerçants, c'est ces commerçants-là qui ont mis le pays à terre. Ces gens qui crient aujourd'hui, comme je vous dis, sur tous les toits, en s'érigeant en défenseurs de la Constitution, sont ces mêmes gens qui ont mis le pays à terre. Alors nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. On est à quelques minutes de la fin. On va vous permettre maintenant de conclure, mais en nous disant un peu quelle est la vision de votre camp pour la Guinée. C'est-à-dire que nous avons relevé malheureusement ces dernières semaines ces manifestations sporadiques qui ne sont pas également bonnes pour l'image du pays, parce qu'on voit s'affronter des jeunes ou bien des partisans de l'opposition aux forces de l'ordre. Est-ce qu'il ne faut pas une autre voie pour que la Guinée se construise un meilleur destin? Ok, merci Aziz. Merci Aziz. Effectivement, nous, au FNDC, nous avons un objectif. Notre objectif, c'est de défendre la Constitution. Et Barack Obama nous avait dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts. Quand il crie à chaque fois que le professeur Alpha Condé est un visionnaire, il n'y a pas que lui qui est visionnaire. Il n'est pas irremplaçable dans le pays. Il y a des hommes capables de visionner mieux que lui. Donc, je vais revenir au 1 million dont il est en train de parler. Retenez une chose, 1 million ne peut pas vous acheter 3 sacs de riz en Guinée. Donc, ce que vous l'avez dit, c'est une façon de survivre. Et puis, le peuple guinéen ne sont pas... Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des travailleurs. La seule chose que nous demandons à M. Alpha Condé et son clan, au président Alpha Condé, monsieur le président Alpha Condé, c'est de nous créer des conditions de développement, de respect de nos textes de loi. Il a fait son mandat, ces 2 mandats qui ne sont pas renouvelables constitutionnellement, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse le pays dans une stabilité pour que d'autres Guinéens viennent continuer. L'État est une continuité. Vous ne pouvez pas nous dire que non, vous avez commencé quelque chose, il faut que vous terminez. Personne ne peut terminer ses œuvres dans la vie. Sinon d'autres diront que bon, mon père était mort, je vais aller le réveiller pour qu'il vienne terminer les œuvres de la famille. C'est pas possible. Donc l'État est une continuité. Nous voulons qu'il nous laisse un pays stable,
un pays d'où il y a les bases de la démocratie, du respect des droits de l'homme qui sont là. Nous ne sommes pas des mendiants, on n'a pas besoin de prêts. Le peuple guinéen travaille. S'il crée les conditions pour que nous puissions travailler sérieusement, le Guinéen va vivre aisément, il n'a pas besoin d'aller quelque part. Le pays est vastement riche. C'est le scandale géologique de la sous-région. Absolument, et le travail, donc, est le seul gage de succès, de réussite, de développement. La Chine nous l'a montré, et bien d'autres pays asiatiques. Donc, quel est le plan, la démarche pour la Guinée? Aujourd'hui, il y a des tensions, mais les tensions ne sont pas bonnes pour le développement du pays. Du côté du pouvoir, qu'est-ce que vous envisagez pour au moins apaiser ces du côté tensions. du pouvoir, nous ne faisons que sensibiliser les Guinéens, les uns et les autres, que la meilleure voie, la mieux appropriée, c'est d'aller au référendum. Au référendum, on ne peut pas tirer sur quelqu'un. Au référendum, on ne jette pas les pierres sur quelqu'un. Au référendum, c'est juste prendre un bulletin, mettre dans les urnes. C'est le oui ou le non. Et à travers ça, on saura que le peuple guinéen est un peuple éduqué. Parce qu'il faut mettre quelque chose en tête. Le peuple guinéen, surtout le peuple guinéen qui appartient à la mouvance, c'est un peuple qu'on retrouve en politique parmi la catégorie qu'on appelle les comptants conscients. Parce qu'en politique, il y a 3 catégories de personnes. Oui. S'il vous plaît. Oui. Il y a les comptants conscients, il y a les conscients comptants et il y a les comptants comptants. Ces comptants comptants, c'est eux qui jettent les pierres partout dans le monde et surtout en Guinée. Donc ce que moi je conseille à mes prédécesseurs, ou bien aux gens qui étaient au pouvoir avant, qui ont délapidé les biens du pays et qu'aujourd'hui on arrive à les magnifier comme quoi ils sont les meilleurs investisseurs de ce pays-là. Au détriment de leur pays. Franchement, ce que je veux demander à la population guinéenne, c'est de mettre, comme vous venez de dire, de l'eau dans leur bissap et aller aux élections, aller au référendum. C'est la meilleure voie. Et faire de telle sorte que cet référendum soit sécurisé sur tous les plans. Nous avons bien retenu ce que vous dites, et pour que le référendum soit sécurisé, eh bien, il va falloir également que le fichier électoral soit nettoyé. Or, pour l'instant, le fichier électoral définitif n'est pas livré, puisque l'élection législative est prévue finalement pour 2020 en Guinée, pour février 2020. Merci, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. On a relevé que les débats ont été houleux, mais ils se sont déroulés dans une belle ambiance. C'est normal. Il n'y a pas un dernier mot pour chacun? Oui, mais vous avez dit votre dernier mot. Vous avez dit votre dernier mot. Non, mais en fait, Monsieur Aboubacar, on va vous donner 30 secondes pour dire quelque chose. Okay, c'est juste pour dire que vraiment je demande à ce que tous les leaders du FNDC soient libérés sans condition en Guinée, parce qu'ils sont arbitrairement libérés, ils sont arbitrairement détenus. Nous demandons leur libération sans condition. Et puis aussi ajouter que nous projetons une manifestation, un meeting géant ici à Libreville par le FNDC Gabon qui se tiendra le 30 novembre au Collège Bessieux. Donc nous demandons à tous les citoyens épris de paix en tout cas, de venir nombreux. Ce qui doit primer, c'est bien sûr le respect des règles partout et bien sûr l'apaisement en Guinée pour que les choses se déroulent dans de meilleures conditions. Voilà. Ce ne sera pas le dernier débat, parce que vous aviez conclu. Je voudrais aussi avoir un dernier mot, s'il vous plaît. Absolument, allez-y. Voilà. Ce que je voudrais dire ici... Mais c'est 30 secondes. Oui, 30 secondes, il n'y a pas de problème, pas plus, pas moins. Je veux faire comprendre ici que ceux qui ont été arrêtés, comme quoi c'est les leaders de FNDC, ils sont mis à la disposition de la justice, ils seront jugés. S'ils doivent être libérés, ils seront libérés. S'ils doivent être condamnés, ils seront condamnés par la loi en vigueur, conformément à la loi guinéenne. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice va se prononcer. Voilà, c'est ça. On a déjà fait les 30 secondes. Comme tout à l'heure, et c'est terminé pour ce soir. Donc on va avoir l'occasion, monsieur Kourouma, de nous retrouver. Et nous vous remercions encore une fois d'avoir été nombreux à nous regarder. Très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.